Les cold cases, ces affaires criminelles non élucidées qui nous intriguent et nous fascinent toujours autant. Et on va commencer par une affaire qui a ému et hanté la France entière. Le 11 août 1987, une petite fille est retrouvée morte sur l'autoroute A10 dans le Loir-et-Cher. Elle est défigurée et sous une couverture bleue. Elle n'est pas identifiable. Elle le sera 30 ans plus tard grâce au progrès de la science. Les parents sont suspectés et arrêtés, mais ils ne sont toujours pas jugés. L'affaire a été renvoyée à 2027. Peggy Moget, Jean-Marie Lequertier et Baptiste Lègle nous retracent l'histoire de celle qu'on a surnommée la petite martyre de l'A10. Dans le cimetière de leur village, il est une tombe qu'Annick et André Denis chérissent tout particulièrement. Celle d'une enfant, enterrée là depuis près de 4 décennies. Sur votre gauche, vous avez la tombe de la petite Inas, qui est toujours fleurie par des habitants. Depuis tout ce temps? Oui, depuis tout ce temps. Ça a toujours été fleuri. Donc cette petite, elle fait partie, je dirais, presque intégrante de la commune. Parce que c'est un depuis peu tout ce temps. une histoire qui est maintenant, ça fait partie de notre histoire du village. L'affaire d'une fillette anonyme retrouvée morte tout près de là, dans le Loir-et-Cher. D'un visage et d'un corps martyrisés qui les habitent et les hantent. 30 ans d'enquête pour donner un nom à la petite inconnue de l'A10. 30 ans pour identifier des suspects. Et aujourd'hui, une justice qui ne parvient toujours pas à organiser de procès. Il faut un coupable, il faut quand même punir les gens qui font des Si on atrocités n'est pas de ce capable genre. de le punir, c'est quelque chose qu'on a besoin de voir se terminer. Ça, c'est clair. Une petite fille est retrouvée morte sur le bord de l'autoroute dans le département du Loir-et-Cher. Défigurée, elle n'est pas identifiable et personne n'est venu réclamer le corps de l'enfant. 11 août 1987, le cadavre de cet enfant est retrouvé dissimulé sous une petite couverture bleue entre Orléans et Blois. Très vite surnommée la petite martyre de l'A10, son corps est atrocement mutilé, couvert de brûlures, de multiples morsures. On ne connaît ni son nom ni son âge. Débute alors un gigantesque appel à témoins. Sa photo est placardée partout. Vous connaissez cette gamine? 65 000 écoles sont contactées, en vain. Mais l'ADN va finir par parler 30 ans plus tard. Une banale bagarre, un homme est interpellé, il s'agit du frère de la fillette. Les enquêteurs remontent alors aux parents. L'une de leurs filles a bien disparu des radars en 1987. Âgée de 4 ans, elle s'appelait Inas. Sa famille n'a jamais signalé sa disparition. Incarcérés, le père et la mère sont vite relâchés pour raison de santé. 7 années de procédure se sont depuis écoulées. Pourtant, le couple n'est toujours pas jugé et ne le sera pas, selon le tribunal, avant 2027. Beaucoup trop long pour cette avocate spécialiste des droits de l'enfant qui a écrit au ministre de la Justice pour réclamer un procès dans les meilleurs délais. En fait, c'est pas la peine de se donner les moyens avec des enquêteurs spécialisés et des moyens qui sont exceptionnels, et c'est tant mieux, d'essayer d'aller au bout de ces vieux dossiers pour finalement, à la fin, qu'on soit bloqué parce qu'on a une justice qui est engorgée. Il y en a quand même pas 1000 des dossiers comme ça en France, qui soient anciens, avec des actes de torture et de barbarie, un enfant non identifié, enfin... Voilà, donc c'est une question de priorité. Dans un courrier que nous nous sommes procurés, les magistrats d'Orléans chargés de juger les parents invoquent de longs arrêts de travail, le départ non remplacé d'un procureur, le congé parental d'une substitute, un tribunal trop petit et un personnel surchargé. Au moment où on se parle, approximativement 34 dossiers sont en attente de jugement. C'est dire si la liste d'attente est longue. On doit prendre un minimum de précautions pour permettre de satisfaire l'impératif de juger rapidement, en tout cas le plus rapidement possible ou le moins lentement possible cette affaire, sans pour autant paralyser le fonctionnement du tribunal de Blois. Mais aujourd'hui, tous les acteurs du dossier redoutent que les parents âgés de 71 et 73 ans, malades, décèdent avant leur procès. Georges Domergue a été le tout premier juge d'instruction chargé de l'enquête en 1987. 38 ans après la découverte du corps torturé d'Inas, la perspective que ce crime reste impuni le révolte. Oui, c'est une trahison à l'égard de cet enfant, de sa mémoire,
C'est une trahison à l'égard de tous ceux qui ont vécu cette affaire, qui aiment cet enfant comme le leur, finalement. Et pour moi, c'est une trahison des devoirs que l'on a comme magistrat. La chancellerie a accepté d'apporter une aide logistique et financière au tribunal de Blois pour que les parents de la petite martyre soient jugés dans un délai raisonnable. Poursuivi pour actes de torture et de barbarie, toujours présumé innocent, le couple nie les faits qui lui sont reprochés. À Suèvre, ceux qui veillent sur elle depuis 40 ans espèrent pouvoir rester vivants assez longtemps pour assister à ce procès. Et avant d'évoquer un autre grand cold case de ces 50 dernières années, cette question: et si la clé pour résoudre les cold cases se trouvait dans la généalogie génétique? C'est la piste explorée en Suède, le seul pays d'Europe à avoir légalisé cette technique. En croisant l'ADN retrouvé sur les scènes de crime avec des bases de données généalogiques, eh bien les enquêteurs suédois parviennent à remonter des lignées familiales entières et à identifier des suspects des années après les faits. Reportage, Valérie Astruc, Augustin François Poncet. Ce meurtrier a terrifié la population suédoise. Introuvable pendant 15 ans, puis identifié et arrêté grâce à une méthode révolutionnaire, la généalogie génétique. Personne dans ma famille n'avait imaginé que l'assassin se trouvait parmi nous. On peut élucider des enquêtes qu'on n'aurait jamais pu résoudre autrement. La Suède est le seul pays d'Europe à avoir légalisé cette technique pour élucider les cold cases. Voici comment. Dans cette petite ville proche de Stockholm en 2004, sur le chemin de l'école, un enfant puis une dame sont sauvagement assassinés. Le chef de l'enquête se souvient. C'est ici que le petit garçon a été assassiné, poignardé 30 fois par le meurtrier. C'est alors qu'une femme de 55 ans vient à son secours. Elle a crié « Arrêtez !» et il lui a planté 7 ou 8 coups de couteau. L'assassin laisse sur les lieux son couteau et son bonnet. On avait son profil ADN. On s'est donc dit que ça prendrait 1 semaine ou 2 pour l'identifier. Mais on ne l'a pas trouvé. C'était un fantôme. Son ADN ne figure pas dans les fichiers de la police. Plus de 10 ans s'écoulent. L'enquêteur entend alors parler d'un cold case aux États-Unis qui va faire basculer l'affaire suédoise. En Californie, ce retraité est arrêté après avoir commis 50 viols et 13 meurtres pendant plus de 40 ans, identifié grâce à un lointain cousin qui avait fait un test ADN récréatif. En Suède, l'enquêteur se tourne vers ce généalogiste pour utiliser la même méthode. Il compare le profil génétique du meurtrier aux millions d'ADN récréatifs stockés dans des bases de données américaines. Il trouve une dizaine de personnes ayant des points communs génétiques. Ils avaient assez d'ADN en commun avec notre meurtrier pour avoir des liens de parenté avec lui, mais remontant à 200 ou 300 ans. L'expert se plonge alors dans les états civils conservés dans les églises suédoises et parvient à reconstituer 2 arbres généalogiques. Je sais que le suspect que je recherche descend à la fois de cette branche et aussi de celle-ci. Après, j'ai redescendu les arbres généalogiques des 2 familles et retrouvé quand les branches se rencontrent. Mais pour identifier la famille du meurtrier, il manque des profils génétiques suffisamment proches. La police lance un appel aux habitants de la région où le meurtre a eu lieu et leur demande de faire des prélèvements ADN. Cette femme se porte volontaire. Je n'ai pas hésité. Si je peux aider les victimes à trouver ces réponses. Et puis on a réalisé que le meurtrier était le fils de mon cousin. Et là, c'est devenu bien réel pour toute la famille. Son ADN mène à cet homme. Arrêté chez lui, dans cet immeuble, il avoue immédiatement. Mais pour réussir, il a fallu puiser dans les banques de données américaines, les seules qui possèdent des millions d'ADN cédés par des particuliers. Mais est-ce bien éthique ? Vous pouvez retrouver n'importe qui si la base de données s'étend à toute la société, mais ça devient Big Brother. C'est un détournement. C'est une façon d'analyser les gens sans leur consentement.
Aujourd'hui, aux États-Unis, environ 500 affaires criminelles ont été élucidées grâce à cette méthode. En France, les tests ADN récréatifs sont interdits, mais pratiqués en envoyant les échantillons aux entreprises américaines. Le ministre de la Justice souhaite légaliser la généalogie génétique pour des crimes anciens et graves, sous le contrôle d'un juge. Et je vous le disais, c'est l'une des affaires politico-judiciaires les plus retentissantes de ces 50 dernières années. Le 3 juillet 1975, le juge François Renault est abattu en pleine rue, touché par plusieurs coups de revolver. Qui est derrière cet assassinat? Le célèbre gang des Lyonnais sur lequel il enquêtait. L'affaire a-t-elle été étouffée pour des raisons politiques? 50 ans après, le fils du juge Renault attend toujours de savoir qui a tué son père. Justine Wild, Julien Pelletier, Yann Cadouche. Il cultivait l'image d'un juge tenace et intransigeant. Dans chacune de ses affaires, François Renault persistait en dépit des risques et des menaces. Il le paiera de sa vie le 3 juillet 1975. Du sang sur un trottoir, les vitres d'une voiture éclatées, c'est là qu'à 3 h ce matin a été abattu le juge François Renault. Cette nuit-là, le magistrat et sa compagne rentrent d'une soirée passée chez des amis. Il est 2h30 du matin. Ils remontent à pied la rue qui mène au domicile. Tout à coup, une voiture s'arrête à leur hauteur. La vitre se baisse. Des hommes encagoulés lui tirent dessus. Le juge Renault a essayé de s'abriter derrière une voiture en stationnement, mais les gangsters ne lui ont laissé aucune chance. Le juge est abattu de plusieurs coups de revolver. Aujourd'hui, l'affaire est close, prescrite et personne n'a jamais été poursuivi. Francis Renault avait 20 ans lorsque son père a été tué. Il en a aujourd'hui 70 et reste persuadé que le meurtre est lié aux dossiers sur lesquels le juge enquêtait. La veille de son assassinat, je déjeunais avec mon père, c'est la dernière fois que je l'ai vu, et il m'a dit très calmement, très sereinement, « Écoute, fiston, je dois te dire, je suis sur une grosse affaire en ce moment, il est possible que je me fasse flinguer. » Au moment de son assassinat, le juge Renault s'attaquait au gang des Lyonnais, la plus grande équipe de braqueurs des années 70. À leur actif, un nombre considérable de hold-up. Le juge mène des interrogatoires sévères, incarcère les malfaiteurs, leurs épouses. Autant de raisons pour le gang des Lyonnais d'en vouloir aux magistrats, et il ne s'en cachait pas. Des truands étaient montés sous le toit de la maison d'arrêt Saint-Paul en disant « Renaud, on aura ta peau ». Et lui, il y est allé, parce qu'il avait peur de rien. Il aurait tout fait pour les coincer. Après quelques semaines d'enquête, l'implication du gang est une conviction des policiers. Différents informateurs leur ont confirmé qu'il y avait 3 tueurs, donnent leur nom et assurent qu'ils ont agi à l'instigation du gang des Lyonnais. Leurs profils sont consignés dans un rapport confidentiel. Tous 3 des malfaiteurs chevronnés, habitués des règlements de compte. Eux démentent toute implication et en l'absence de preuves matérielles, les 3 hommes ne seront jamais inquiétés. Dans les années qui suivent, l'enquête piétine. Les proches du juge sont convaincus que l'on cherche à étouffer l'affaire pour des raisons politiques. Car le juge Renault entendait prouver que l'argent des braquages du gang des Lyonnais servait à financer une milice liée au parti gaulliste. Lorsque l'avocat de la famille partage son intuition dans les médias... Mars 82, mon cabinet est fouillé. Juillet 82, mon cabinet est incendié. Je fais une liaison avec ce que je faisais pour le juge Renault, peut-être mesure d'intimidation, pour dire arrête de poursuivre, arrête d'insister auprès des juges d'instruction. Malgré tout, il ne cesse de relancer le dossier. 6 juges d'instruction se succéderont en vain. Aujourd'hui, il demande que le pôle Cold Case se saisisse de l'affaire. C'est invraisemblable qu'on laisse impuni l'assassinat d'un juge. L'affaire est prescrite. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, les auteurs de l'assassinat ne risquent plus rien. On espère qu'à un moment donné, les gens parlent et disent la vérité. Voilà ce qu'on espère. Aujourd'hui, la loi ne permet pas au pôle Cold Case de se saisir d'une affaire liée au crime organisé. La famille espère une évolution des textes prochainement. Une telle saisine deviendrait une première dans l'histoire des Cold Case.